Bienvenue, bonjour à tous. Très heureux encore une fois de vous retrouver pour les après-midi de la tech avec un numéro spécial dédié, bon, j'ai envie de dire ce dimanche, hein, parce que pour moi, je me crois un peu dans mon émission sur e-radio, cet après-midi dédié à la COVID-19. On sait très bien que les entreprises sénégalaises sont très impactées. Là n'est plus la question. Ce qu'on se demande plutôt, c'est à quelle proportion elles sont impactées. On sait que l'année dernière, comme je le mentionnais tout à l'heure, le cabinet Luca Max est avec nous et son équipe avait fait une belle étude d'ailleurs sur cela. J'avais eu l'honneur de modérer la séance que Diabel Ndao et son équipe avaient provoquée, le NTF4 et Optique évidemment, sur ce travail-là qui avait donné ses résultats. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs parce que je ferai exprès en début de discussion, donner la parole en premier à Max pour nous rappeler un peu où est-ce qu'on en était sur cette étude. Et on sait très bien, et Diabel a eu raison de le rappeler, que c'est important qu'on actualise un peu, qu'on sache où est-ce qu'on en est. Et plus que faire, disons, un bilan, nous allons plutôt nous projeter, parce qu'actuellement, on le sait très bien, avant, on se doutait, on se demandait un peu si on était, disons, en pleine deuxième vague ou pas. Là, c'est très clair, on y est avec un nombre de morts, hélas, spectaculaire, on y reviendra. Comment les entreprises sénégalaises abordent un peu cette deuxième vague en cours et surtout, quelles ont été les belles stratégies, quelles ont été les bonnes pratiques. Parce que j'ai voulu, et je l'ai rappelé à l'ensemble des panélistes et discutants de cet après-midi, j'ai voulu que ce panel soit plutôt un panel heureux. Certes, on part de difficultés, mais on voit ensemble les voies et moyens à explorer pour sortir un peu de cette passe difficile pour tout le monde. Je salue sans les lister l'ensemble des panélistes et des discutants qui sont avec nous cet après-midi du 13 janvier. Pour démarrer, je suis en train en même temps de promouvoir Max du cabinet Luca en panéliste, comme ça en vidéo. Il nous fait d'abord un rappel de l'enquête de l'année dernière. Max, si vous recevez la notification, vous êtes là. Merci d'avoir été au rendez-vous. Dites-nous un peu, Max, très rapidement, en 2 minutes, si c'est possible, que disaient les résultats un peu de l'enquête que vous aviez menée? D'accord. Bonjour Ousmane, bonjour à tous, très content d'être là. Merci, Donc, bienvenue. merci beaucoup. En juin, on avait mené une étude à la demande de NTF4 et de l'ITC, ACPEX et Optique, où nos enquêteurs avaient interviewé 50 managers de PME Tech. Et donc, les résultats de cette étude, pour en lister juste quelques points clés. Donc, le premier, c'est que déjà en juin, il y avait 42% des managers qui craignaient la faillite d'ici 1 à 3 mois. Et 70% au total craignaient cette faillite dans moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, déjà, ce serait intéressant de voir comment ils ont fait. Pour certains, certes, malheureusement, ont dû fermer leurs portes, mais il y en a beaucoup qui ont résisté. Et déjà à l'époque, il y avait près de la moitié qui avaient lancé un nouveau produit ou service dû au Covid-19. Donc ça, c'était en juin 2020 et il y avait déjà la moitié de ces 50 managers de PME qui avaient lancé un nouveau produit, on peut dire en quelque sorte à cause ou grâce au Covid-19. Donc ça, c'est vraiment deux points clés. Oui. Et le troisième, bien sûr, comme vous l'imaginez, il y a 62% des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer, mais il y en avait aussi un petit pourcentage qui l'avait vu augmenter. Donc là, il y avait des entreprises qui étaient soit dans la logistique, dans le e-commerce. C'est une étude seulement avec 50 managers de PME, donc assez qualitative. Oui. Mais ce serait aussi intéressant de voir quelles PME ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et Donc justement, voilà. Et bien oui, sûr. oui. Non, je vous écoute, Ousmane. Oui, oui, mais merci Max. On vous reviendra tout à l'heure. Effectivement, vous l'avez dit. On mettra l'accent sur comment chacun a pu tirer son épingle du jeu. Mais une dernière question avant de vous revenir un peu plus tard. Est-ce que vous songez à actualiser cette étude ou vous me répondrez plutôt que ça dépend du NTF4? C'est toujours une bonne question pour Diabel, bien sûr, mais nous, avec plaisir. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, déjà réinterviewer le même panel, ce serait intéressant. Et aussi de l'agrandir parce que au TF4, c'était la première étude, à ce que je sache, qui a été faite au Sénégal sur le Oui. sujet dans un temps de crise.
et une des seules dans la région de l'Afrique de l'Ouest où c'est vraiment les réponses sont venues des managers eux-mêmes. Donc, c'est pas de l'audit, c'est pas du conseil, c'est vraiment un sondage auprès de ces managers. Une enquête de Donc, terrain, nous, comme ce on sera dit, avec une grand enquête de plaisir terrain. qu'on la mettra à jour. Merci C'est ça, beaucoup tout à Max. fait. Merci beaucoup Max. Merci pour ces résultats. Je partagerai tout à l'heure le webinaire d'ailleurs que Diabel Ndao Optique et l'ensemble des acteurs avaient consacré à ces résultats du cabinet Luca pour voir effectivement, pour mesurer l'impact de la COVID-19 sur les entreprises de la tech au Sénégal. Je ferai le partage du lien un peu plus tard. Merci, merci Maxence, c'est très gentil à vous. Merci et restez avec nous. La question à Diabel. Diabel, avant d'entrer un peu dans notre panel, est-ce qu'il faudrait, disons, pas refaire cette enquête, mais actualiser cette enquête? Est-ce que vous y songez déjà au NTF4? Excuse-moi, j'avais le micro qui était désactivé. C'est bon, merci. Oui, bonjour Ousmane et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité-là. Merci beaucoup à Max aussi d'avoir rappelé ces quelques chiffres-là de l'enquête que nous avions réalisée au mois de mai, dont on avait publié les résultats au mois de juin. C'est vrai, comme disait Max, hein, c'était vraiment une enquête assez intéressante parce qu'elle s'adressait aux entreprises tech, celles pour lesquelles, pendant la Covid, donc tous les autres secteurs se retournaient. Et nous, on avait fait le choix plutôt d'aller voir eux comment elles se portaient, parce que quand même, il n'en demeure pas moins que c'était aussi des entreprises là. Effectivement, on avait dit à l'époque, et Max le rappelait sur ces deux chiffres-là, que 70% quasiment disaient que dans les 6 mois, ça risquait, si la pandémie durait plus de 6 mois, ils risquaient de mettre la clé sous la porte. Effectivement, on songe bien à peut-être refaire un tour, une mise à jour de cette enquête-là pour savoir ce qu'il en est exactement aujourd'hui, parce que malheureusement, la pandémie est encore là et on n'a pas encore suffisamment de visibilité sur quand est-ce qu'elle sera derrière nous. Donc, je m'arrête là pour l'instant, peut-être juste en rappelant, peut-être demandiez tout à l'heure à Max les quelques points clés de cette étude-là. Il en a rappelé effectivement les principaux points. Mais je pense qu'il y a un point supplémentaire qu'il fallait rajouter aussi, Max, dessus. C'était dans l'enquête, on leur demandait quelle était la difficulté que ces entreprises-là rencontraient actuellement pendant la période de la crise. Il faut rappeler que c'était 3 mois après le début de la crise, quoi. Ça a été fait au mois de mai-juin. Oui. Et les résultats qui sortaient dessus, je l'ai renoté tout à l'heure, là, avant de commencer le panel, à 64%, ils disaient que le problème auquel ils ont le plus peur, enfin, qui leur faisait en tout cas la principale préoccupation, c'était le décalage qu'il pouvait y avoir dans les projets des clients qu'ils ont et tout ce qui est recouvrement, c'est-à-dire si la chose devait durer, plus de 64% disaient qu'ils risquaient de mettre la clé sous la porte à cause de ce problème-là. Il y a potentiellement du boulot, mais tout le monde reste assez prudent et décale les projets, décale les paiements. Et donc, pendant cette phase-là, c'est effectivement une phase critique pour ces entreprises-là. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci, merci Diabel Ndao, coordinateur national du NTF4. Peut-être on va même donner des nouvelles un peu de ce NTF4 un peu plus tard parce qu'on sait qu'Optique demandait la dernière fois qu'on prolonge un peu la durée de vie de ce programme au Sénégal. Malik Diouf, avant de donner la parole à Magatsila, Malik Diouf, dites-nous un peu, déjà vous en sortez comment? Vous en sortez comment aujourd'hui en tant que start-up? Je rappelle que vous êtes le CEO de l'Africa Mobile, qui n'a rien à voir avec l'automobile, encore une fois, on le précise. Hein. Non, non, absolument pas. Mais déjà, merci Ousmane pour l'honneur que tu nous fais de nous inviter à partager autour de ce sujet quand même assez majeur. J'en profite également pour saluer mes co-panélistes, Diabel que je connais très bien, mais également Maguette. Donc oui, moi je m'appelle Malik, je suis cofondateur de l'Africa Mobile, qui est une
PME, plus simple, qui est d'aider les entreprises et les entrepreneurs africains à utiliser le téléphone comme levier de croissance pour croître en fait leur activité en faisant du marketing. Comment on s'en sort? J'ai envie de dire, on fait comme on peut. Bon, il faut rappeler que on arrive là, on en parle aujourd'hui, mais c'est quand même un drame humain. Hein, et je ne peux pas commencer sans avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont quand même perdu un être cher. Factuellement, c'est vraiment un drame humain. Ensuite, c'est devenu un drame économique. Parce que on parle de 64% de managers, d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. Ça veut dire quoi concrètement? C'est des gens qui avaient du monde derrière eux et des leaders dans des marchés, dans des niches spécifiques et qui ne peuvent plus avancer parce qu'on a eu un choc sanitaire, ensuite économique. Ça, il faut le rappeler. Nous, globalement, quand c'est arrivé, un peu comme tout le monde, on a été extrêmement surpris. Évidemment, comme n'importe quel choc, il y a forcément des conséquences. On l'a vu hein, à deux niveaux. Déjà au niveau organisationnel, parce que finalement, vous êtes avec vos collègues, des gens avec qui vous passez 70% de votre temps, et du jour au lendemain, on vous dit que vous ne pouvez même plus vous faire la bise. Le simple accolade que vous faisiez le matin, serrer la main, vous ne pouvez même plus faire ça. Psychologiquement, on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais cru que j'étais dans le pire de mes cauchemars. Donc, au niveau organisationnel, il a fallu réfléchir, trouver des solutions. Donc, on a été vraiment impacté avec le télétravail, qui, comme on le sait, hein, dans des environnements comme on est en Afrique, où globalement la famille agrandie, c'est très difficile de faire du télétravail, en tout cas sur la durée. Donc, on a été pas mal bouleversé au niveau organisationnel, même si on s'en est sorti. Après, il y a aussi au niveau marché. Parce que finalement, nos clients n'ont pas été épargnés. On accompagne des startups, beaucoup de startups. On accompagne des clients qui sont dans le secteur hôtelier ou aérien, qui sont passés de milliards à zéro. D'accord? Et ces gens-là, au-delà d'être des clients, nous, on a un rapport assez particulier avec ces… Moi, j'ai même du mal à les appeler des clients, c'est des partenaires. Nous, dans une de nos valeurs, on dit clairement, on agit avec professionnalisme avec ces gens-là pour les satisfaire à 100%, quoi qu'il arrive. D'accord ? On a tellement été proche d'eux que oui, certains se sont présentés en nous disant qu'on ne peut plus avancer. Je ne sais pas si… voilà, vous êtes là devant une personne avec qui vous pouvez avancer. Donc, le choc est d'abord psychologique, d'accord ? Oui. Émotionnel, ça, faut le dire. Et ensuite, ça se traduit au niveau du CA. Et donc, nous, on a été vraiment impactés. On a eu à peu près 30% de baisse d'activité sur le second semestre. Mais fort heureusement, et c'est là où je reste encore un éternel optimiste sur la capacité de l'homme à se réinventer et à trouver des solutions. Les gens ont trouvé des solutions. Les gens ont vraiment trouvé des solutions. Et on a commencé à le voir à partir du mois de juillet-août, avec notamment de nouvelles niches qui sont apparues. D'ailleurs, j'entendais Djabel qui le disait tout à l'heure. Autant, d'une part, on a perdu certains clients qui ne pouvaient plus se relever, pour les raisons que vous connaissez déjà, autant on a vu vraiment de nouvelles opportunités, des partenaires clients qu'on pensait petits et qui ont eu une croissance extraordinaire. Je pense notamment au secteur de la logistique, tous ces gens-là qui font de la livraison, qui étaient des petits clients chez nous et qui sont vraiment devenus de très grands clients du jour au lendemain. Je pense également au secteur du mobile money, parce que pareil, du jour au lendemain, on devait rester chez nous, payer tout ce qu'on achète en ligne. Comment on fait? La seule solution viable, en tout cas, qui existe dans nos écosystèmes, c'est le mobile money. Donc, on a vu les acteurs de mobile money avoir une croissance extraordinaire. Et finalement, j'ai envie de dire que, et je pense que c'est la plupart des entreprises qui sont dans la même configuration que nous sommes
sur la téléphonie mobile et les télécoms en particulier. On a vu en termes de CA, en termes de choc émotionnel et psychologique, mais d'une part aussi, on a cru aussi à la capacité de l'homme à se réinventer et on l'a vu en fait, des gens qui ont réussi à surfer aussi dans cette opportunité-là et à arriver à profiter de cette occasion pour accroître leur business. Et nous, entre tout ça, j'ai envie de dire vraiment, on l'a subi comme tout. On a perdu ce qu'on a perdu, mais on a aussi pu gagner un certain nombre de choses qui nous a permis finalement d'être là encore au moment où je vous parle. Oui, et bon, si on doit les nommer, je veux qu'on soit très concret sur les solutions, Malik. Bon, vous l'êtes déjà, mais qu'on soit davantage plus concret sur les solutions. Ça a été quoi les solutions que vous avez mises en avant? C'était quoi concrètement? C'était quoi les clés sans lesquelles vous ne seriez pas là aujourd'hui, sûrement, dans ce contexte de coronavirus? Bon, si je décompose en deux, déjà du point de vue organisationnel interne, parce que les collaborateurs, il fallait qu'ils continuent à travailler chez eux. Première chose dans nos écosystèmes, dans nos métiers, la connexion Internet. Voilà, on a aidé les gens à avoir de la connexion Internet et de pouvoir travailler à distance. Il y en a qui ne pouvaient pas travailler à distance. Il y en a qui nous ont dit clairement, de chez moi, je ne peux pas travailler. Donc, on a fait des exceptions pour certaines personnes à qui on permettait de pouvoir accéder aux locaux de façon exceptionnelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi mettre en place toutes les mesures pour faire en sorte que ces personnes-là soient protégées. Le masque, le gel. On a même subventionné le transport de certains. D'accord? Pour dire, non, mais vous ne prenez pas le transport en commun, vous prenez le taxi. D'accord? Pour ceux qui sont obligés de venir et qui habitent dans la même zone géographique, il faut que vous soyez en covoiturage. Et tout ça subventionné. Donc, un certain nombre de charges supplémentaires du point de vue entrepreneurial en tant que manager, mais qui permet quand même de mettre les collaborateurs dans des dispositions qui puissent déjà les protéger, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Nous, dans nos métiers, la ressource la plus importante, c'est l'homme. Donc, on a essayé de se battre au mieux pour protéger les hommes. D'accord? Avec tout ce que ça demande comme sacrifice, comme effort à faire. On l'a fait. Après, du point de vue client, donc ces clients-là, il y en a effectivement, ils ont une baisse d'activité, ils ne peuvent pas payer à temps. Un client qui ne peut pas payer à temps, et c'est là où aussi il est important d'avoir ce lien-là avec ses clients partenaires, avoir de la compréhension, leur dire simplement, écoutez, on comprend que vous n'allez pas nous payer à temps. Maintenant, on veut un engagement de votre part. Mettre des facilités à ces clients. Mais on a aussi innové, d'accord? On a innové. Je profite de l'occasion pour rappeler un des services que nous, on a mis à disposition de l'ensemble des citoyens sénégalais. Notre numéro USSD, le dièse 21 21 dièse. On a participé à la lutte, en fait, pour permettre à n'importe quel Sénégalais qui a un numéro de téléphone qui n'est pas connecté sur Internet, de Ziguinchor à Saint-Louis, de Dakar à Tambacounda, de pouvoir taper simplement dièse 21 21 dièse et tomber sur toutes les instructions qui étaient données par le ministère de la Santé à l'époque. D'accord? Et avec n'importe quel terminal. C'est important de préciser. Pardon? Avec n'importe quel terminal. N'importe quel terminal. Il n'y a pas besoin d'un smartphone. Ça, c'est vraiment une des valeurs ajoutées de l'USSD. Et nous, on l'avait perçu, c'est une première en Afrique. Nous, on l'avait perçu comme tel et on l'a fait bénévolement. Et on a permis à 1 million de Sénégalais de pouvoir se connecter régulièrement tous les jours, voir les instructions du ministère de la Santé et pouvoir prendre les mesures et les précautions nécessaires pour pouvoir survivre simplement. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas innové cette année, quoi, pour simplement s'informer, pour simplement faire ce qu'il faut, en termes de gestes barrières et puis d'avoir les informations utiles qui puissent nous permettre de pouvoir nous adapter à cette situation quand même inédite. Oui, merci beaucoup Malick Diouf, CEO de la start-up, n'est-ce pas, de la PME, pour te reprendre un peu l'Africa Mobile. C'est un secteur que vous partagez en quelque sorte avec Magasila, qui est le CEO de Interface. Magasila, bonsoir. Merci d'être avec nous cet après-midi. C'est une première fois
comme vous, comme Diabel, comme Malik, comme Ndeye Mariam, vous n'aimez pas un peu la lumière, mais c'est important que parfois, exceptionnellement, qu'on sorte de son antre pour échanger avec l'écosystème. Magassi, la bienvenue. Alors, même question qu'à Malik tout à l'heure. Comment vous vous en sortez, pardon? Merci beaucoup, Ousmane. Permettez-moi tout d'abord, Ousmane, de vous remercier de nous avoir conviés et honorés avec ce panel, et également saluer l'ensemble des intervenants aussi importants de l'écosystème des startups numériques, surtout au Sénégal. Alors, cette invitation, je pense qu'elle est vraiment de taille parce que tout simplement, on a été parmi les startups qui ont été considérablement impactées par cette pandémie. Donc, on aimerait quand même justement parler notre apport par rapport à ce panel. Oui. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Interface, oui. qui est d'abord, avant tout, en 2017, une entreprise individuelle créée au Sénégal, qui s'est investie dans la recherche, mais aussi dans le développement sur la tech, et qui est adaptée justement aux besoins de sa communauté. Après avoir bien sûr, bien entendu, moi-même, capitalisé plus de 12 années d'expérience dans une multinationale télécom, mais aussi dans un organisme international. Ensuite, Interface a émis des bons de souscription d'action, comme toute startup, pour devenir SAS, donc depuis 2019, avec une ambition sous-régionale, donc qui a pour objet la réalisation justement des activités d'ingénierie informatique, de conseil, mais aussi de télécommunication. Précisément dans la collecte de data, là on parle de données, mais aussi dans le marketing digital, ce qui nous permet de pouvoir matcher le lien physique et le digital, sans oublier l'Internet des objets. Ceci nous a permis de mettre en place une innovation dans ce qu'on appelle l'industrie AdTech, médias et publicité, avec notre plateforme BeInDay, qui a su réunir autour d'elle plusieurs parties prenantes, c'est-à-dire 3 principaux acteurs. L'acteur principal qui a besoin justement de cet accès simple, facile à Internet, mais gratuit, sachant que la gratuité n'existe pas. Il faudrait quelqu'un qui paye. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au deuxième acteur, qui est l'entreprise, qui a besoin justement de communiquer, afin de pouvoir booster ses ventes ou bien convertir les prospects en éventuels clients. Sans oublier également l'opérateur qui a besoin de rentabiliser son infrastructure. Donc, c'est l'occasion de vous dire que nous sommes reconnus au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécoms au Sénégal comme un fournisseur de services à valeur ajoutée comme notre ami l'Africa Mobile. Donc, nous sommes la cerise du gâteau. Donc, vous comprenez par là comment une startup pourrait très rapidement faire des chiffres. Mais j'aimerais rappeler que ces chiffres ont été reconsidérés parce que on n'a pas été préparé à la pandémie de cette crise. Je dirais que c'est vrai, on peut bien travailler dans la tech, mais est-ce qu'on a, nous-mêmes, on s'est transformé dans le mindset, on s'est transformé digitalement. Donc, ça, c'est la première question que je me suis posée et que je m'en suis rendu compte parce qu'il fallait déjà inciter aux collaborateurs de pouvoir se lever et de travailler comme si, voilà, ils allaient au bureau. Ce n'était pas le cas. Donc, c'était le premier impact. Et si on n'a pas de ressources pour pouvoir développer les ventes, pour pouvoir s'organiser afin de conquérir le marché, moi, je pense que ça va être très, très, très difficile, justement, de pouvoir tenir. On a été impacté sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan financier, parce que tout simplement, tous les rendez-vous qu'on a pu décrocher avec les objectifs qu'on s'est fixés, nous n'arrivions pas justement à pouvoir les concrétiser, c'est-à-dire de closer les deals. Heureusement, on a eu la chance de lever un fonds entre-temps. C'est la seule réussite. Ils ont permis de tenir. Parce que nous-mêmes, on a été impacté à plus de 90% par rapport aux objectifs qui étaient fixés en 2020. Mais comme toute startup, ça nous a permis aussi d'innover et d'apprendre de nos limites, d'accord, afin d'en faire des axes de performance.
l'occasion, par exemple, du Wi-Fi Home, qui est un produit aux propriétaires d'immeubles, un accès à leur locataire. C'est-à-dire, aujourd'hui, le locataire n'aura plus à se soucier, par exemple, d'aller faire son abonnement. Donc, on vend directement le produit au bailleur, d'accord, qui va rendre beaucoup plus attractif son produit que le locataire va vendre. Et le locataire en a besoin justement pour travailler à distance. C'est-à-dire, il faut un strong Wi-Fi, d'accord, pour permettre à ces gens-là de pouvoir travailler ou bien d'acheter en ligne, c'est-à-dire en tout cas avec le développement du e-commerce et de pouvoir se livrer tout en restant connecté. Ce qui veut dire que tout simplement, nous avons pu une bonne fois, si vous voulez, articuler toutes nos offres autour du quotidien de l'usager depuis le matin jusqu'au soir, c'est-à-dire du Wi-Fi Home jusqu'au Wi-Fi public dans les espaces publics, bon, qui sont plus fréquentés, d'accord, en passant par les transports. Mais aujourd'hui, toutes les offres qui ont été, en tout cas, mieux vendues pendant cette crise, c'est les offres Wi-Fi Home et le Wi-Fi Biz. Il a permis un peu de pouvoir essayer de se relancer en 2021 et d'apprendre encore une fois de cette crise qui ne nous a pas épargné. Merci beaucoup, Maguette. Vous dites apprendre de cette crise, sauf que la crise, elle continue avec une autre sous-crise, cette deuxième vague. On attend de voir ce que ça va donner, mais on n'attend pas, justement, on agit. Et on sait que chacun essaie de se conformer aux règles, chacun essaie d'anticiper, et Malik aussi l'a dit tout à l'heure, tout le monde a été inventif de toute façon, on est obligé d'avoir beaucoup d'imagination pour exister, on y reviendra un peu. Alors, on va aller un peu vers le succès aussi pour nos entreprises. Et j'invite également dans ce panel Ndeye Mariam Fall Mané, Madame Mané, qui est expert comptable. Alors, j'hésitais un peu entre expert ou expert. J'ai dû pendant ce panel aller consulter le profil LinkedIn de Ndeye Mariam Fall pour me rassurer que je ne dis pas de bêtises. Ndeye Mariam Fall, bienvenue. Je vois que déjà sur votre profil LinkedIn, vous mettez accompagner les acteurs un peu vers le succès. Je pense que c'est une phrase qui arrive au bon moment. Vous accompagnez ces acteurs justement à travers du conseil, si je ne me trompe, de l'audit. C'était le cas un peu au départ de cette crise. Vous en avez tiré quoi comme leçon de cet accompagnement un peu de nos acteurs numériques? Ndeye Mariam Fall. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour débattre de ce sujet très important. La crise, bon, comme l'ont dit mes co-panélistes, a surpris tout le monde au départ. On ne s'était pas du tout projeté là-dessus. Et je pense que ceux qui ont en tout cas qui ont pu être le plus résilients jusqu'à présent sont certainement ceux qui ont su se réveiller très rapidement en fait. C'est-à-dire que c'est comme un coup de massue qui nous est tombé sur la tête du jour au lendemain. Oui. Certains, ils sont toujours assommés. D'autres, par contre, ont su, dès le départ, après les premiers instants de panique, de perturbation, parce que ça a complètement chamboulé tous nos modes de vie, se sont dit, OK, la situation est là, mais il faut trouver des solutions, il faut y remédier et il faut continuer à vivre. Et c'est en prenant les devants et en travaillant sur ces aspects-là qu'on peut avancer. Personnellement, mon expérience sur ces derniers mois et en termes d'accompagnement de nos clients ou d'autres, on a beaucoup travaillé déjà au départ sur le mindset des gens. Je me rappelle que l'un des premiers webinaires que j'ai fait en mars, où on parlait de comment résister à la crise, comment rester résilient, c'était de dire aux gens, mais continuez à travailler si vous pouvez travailler. Parce que tout le monde était en mode, ah non, c'est la crise, on reste enfermé chez soi, on s'arrête, tout s'arrête.
et on croise les bras et on attend que ça passe. Et il fallait dire non. Non, on n'attend pas que ça passe. On continue à se battre, on continue à faire avec, on continue à trouver les moyens qui vont faire qu'on puisse faire tout en se protégeant. Et donc, il fallait effectivement mettre en place les mesures barrières. Il fallait dire aux gens que ce n'est pas aussi mal vu de continuer à faire du business en période de crise, parce que j'ai eu aussi des retours de certains chefs d'entreprise qui me disaient oui, mais bon, actuellement c'est la crise, personne n'a de l'argent. Donc si on profite de la situation, c'est gênant. Si tu gagnes de l'argent en faisant ton business et que tu arrives à faire vivre, à permettre à tes salariés de vivre et de résoudre leurs problématiques, tu fais vivre aussi d'autres familles derrière. Donc, il faut savoir doser les choses. Donc, le mindset, c'était vraiment la première chose sur laquelle il fallait travailler. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait énormément de webinaires, d'échanges avec des entrepreneurs pour leur donner des petites clés, leur donner des astuces, leur dire non, bah, c'est pas la fin du monde, on continue, on est toujours là, donc il faut continuer. Et ensuite, c'était surtout travailler avec eux sur comment résister, comment être résilient. Et la première des réponses, c'était être agile en fait. Rester agile, travailler sur revoir son business model, revoir ses activités, quelles sont les opportunités qui pouvaient être identifiées via la crise dans le secteur de chacun, mais aussi comment continuer à faire ce qu'on faisait d'une autre manière. Donc, comment se réinventer, comment pivoter. Je sais que bon, au niveau des startups, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais aujourd'hui, aussi bien startup que PME, on a dû justement pivoter, se réinventer, revoir notre manière de travailler, de nous organiser. Donc, non seulement d'abord l'organisation, je pense que c'est Malik Baguette qui en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il fallait déjà protéger les personnes qui travaillaient pour nous ou pour les entrepreneurs. Donc, en mettant à disposition des masques, en mettant à disposition du gel hydroalcoolique. On a eu à un moment une flambée des prix des thermoflages parce que tout le monde en avait besoin. Par-delà ça, il a fallu aussi assurer le transport. Même moi, aujourd'hui, qui vous parle, au sein de mon cabinet, sur les 3 premiers mois, j'ai mis à disposition un véhicule pour les employés qui habitaient le plus loin, mais qui avaient besoin de venir au bureau. Et donc, on faisait une navette avec le chauffeur qui allait les chercher le matin très tôt et qui les ramenait le soir. Mais on est obligé de s'adapter. Il faut faire quelque chose. L'accompagnement, ensuite, a beaucoup porté aussi sur comment gérer sa trésorerie en période de crise, comment continuer à faire du business en période de crise. Et là, c'était à chaque fois des petites astuces. Donc, d'abord, on a rassuré l'humain parce que une équipe aussi qui n'est pas rassurée, qui se pose des questions si est-ce que d'ici 1 mois, j'aurai encore du boulot, est-ce que mon contrat va continuer à courir, il se pose quelque part une problématique d'efficience et même de performance. Donc, il fallait déjà qu'au niveau des chefs d'entreprise, qu'il y ait un discours clair auprès de leurs équipes pour leur dire voilà la situation, un discours clair et transparent. Pour dire voilà la situation, voilà les possibilités que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas peut-être dans une optique de licencier ou de mettre au chômage technique, ou nous le sommes parce que nous n'avons pas les moyens, mais il fallait être vraiment transparent. Ça, c'était vraiment la première des choses. Rassurer l'humain, montrer de l'empathie envers ses équipes et envers ses clients. Deuxième étape, justement, envers les clients, c'était effectivement être à leur écoute. Les contacter, les appeler, savoir quelle était leur situation. Certains, effectivement, ont fermé du jour au lendemain. D'autres ont pu se battre. D'autres n'étaient peut-être quasiment pas affectés ou alors, au contraire, faisaient plus de chiffres. Et donc, il fallait sonder, savoir quelle était la situation partout
non seulement pour échanger avec eux, les rassurer, se rassurer soi-même aussi, parce que en connaissant la situation du client aussi, on peut même nous-mêmes se dire et se faire certaines prévisions pour savoir, Oui. OK, bon, tel client, je sais qu'il n'a pas trop été impacté. A priori, mon contrat avait risque que ça se passe mal. Nous, en tant qu'experts comptables, nous avons aussi été beaucoup sollicités pour rassurer les clients, leur donner des outils, leur permettre aussi d'interpréter les mesures qui ont été prises par le gouvernement et savoir à quoi ils avaient droit ou ils n'avaient pas droit, et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aussi certains trouver du cash, se financer et continuer à avancer dans leurs activités. Et puis mettre en place ce qu'on a appelé un peu un plan de continuité d'activité qui leur permet justement de continuer à fonctionner malgré la situation. Et c'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Présent. Parce que tout simplement, le monde ne peut pas s'arrêter de tourner. Tout à fait. Merci, merci beaucoup, Ndeye Marième. On vous reviendra plus tard également. Merci de vous joindre à notre panel. Vous nous honorez, d'autant plus que vous êtes l'unique femme de ce panel et ça nous rassure, hein, parce que souvent, comme je le rappelle, on me tape souvent sur la tête, on me dit vous n'invitez pas les femmes, et pourtant je le fais régulièrement, sauf qu'elles ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est ce qu'il faut dire également. Diabel Ndao, c'est vrai qu'on n'a pas Optique, mais le NTF4 travaille régulièrement avec Optique. Je vous invite d'ailleurs, pendant que je parle, à réactiver votre micro. C'est fait, merci. Aujourd'hui, la suite, vous l'envisagez comment? Il y a eu une première enquête, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, la suite avec Optique et les autres structures d'accompagnement, vous l'envisagez comment pour nos entrepreneurs? Oui, merci Ousmane. Je m'excuse tout à l'heure, c'est vrai que je ne me suis pas trop présenté pour les autres qui nous suivent là. Donc, moi, c'est Gavin Daoud, le coordinateur du projet NTF4, NTF4 Sénégal, qui est un projet donc, qui appuie le secteur du numérique, le secteur du numérique sénégalais, pour son développement avec un focus de développement à l'international. Oui. Donc, voilà, à différents niveaux, on appuie le secteur au niveau national avec la stratégie de développement, la stratégie d'exportation des services IT BPO. Et en relation avec la question que tu viens de poser aussi, on travaille avec les autres structures d'appui qui sont là, Optique, ACPEX, CETIG, les incubateurs, les accélérateurs, qui est le niveau intermédiaire de nous, notre axe d'intervention, où on les appuie aussi à avoir, comment dire ça, avoir un portefeuille de services qui soit beaucoup plus en cohérence avec les besoins de ce secteur-là, qui sont des besoins très agiles, on va dire, des besoins très changeants dans un contexte où les choses vont vite. Et donc, et le troisième niveau où on les appuie, donc c'est les bénéficiaires directs que sont les PME et les startups, dont mes deux co-panélistes aujourd'hui font partie de ces bénéficiaires-là. Et donc, comment on envisage la suite? Mais avant, il faut dire déjà comment nous, on a vécu aussi cette crise-là, au même titre que les PME et que les entreprises du secteur, les PME et les startups du secteur. Il faut savoir que, comme beaucoup l'ont rappelé, que c'est quelque chose qui a surpris, je pense que pour tous ceux qui ont l'habitude de planifier des projets et d'intégrer ce niveau de gestion de risque, personne n'avait prévu cette chose-là. Je veux dire, même dans les assurances qui prévoient en général le cas de force, comment on appelle ça, cas de catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ce cas-là n'était vraiment pas prévu et donc forcément, ça surprend tout le monde et tout le monde est obligé de trouver les moyens de faire avec, en tout cas, après la phase surprise, de se réorganiser. Donc, nous aussi, on a été obligés de se réorganiser. Peut-être que la chance qu'on a dans le cadre du projet, parce que le projet existe quand même depuis 3 ans et demi, on est dans la dernière année du projet. La première phase de ce projet-là finit dans 6 mois, donc on avait déjà réalisé beaucoup de choses avant cette crise. Et donc, on a dû adapter, nous, notre activité d'appui. Il faut savoir que l'activité d'appui, c'est beaucoup de renforcement de capacité, beaucoup de formation, beaucoup de formation managériale, au-delà des formations métiers. Les entreprises que l'on accompagne qui sont dans le secteur tech n'ont pas toujours besoin d'accompagnement dans leur métier eux-mêmes. Ils savent, ce sont des techniciens, des ingénieurs qui connaissent très bien leur métier, mais souvent ont besoin plutôt d'accompagnement managérial pour gérer une entreprise parce qu'on
après tout, c'est une entreprise. Et donc, et le deuxième volet, c'était plus l'accès au marché et la promotion, notamment à l'international. Et c'est là où on a connu nous, le plus de difficultés. Parce qu'on avait l'habitude d'amener quand même les entreprises sur les marchés à l'étranger, à l'international et en particulier dans la sous-région. Et pour dire vrai, les missions de prospection commerciale que nous avons fait dans la sous-région ont été d'une grande importance et ce sont celles qui nous valent encore aujourd'hui, malgré cette crise-là, de bons résultats pour beaucoup de ces entreprises-là qui ont continué à suivre ces prospects-là qu'ils avaient rencontrés pendant cette phase-là. Et donc, effectivement, on a eu du mal pendant cette année 2020-là à gérer ce challenge-là, de continuer ce développement-là en le faisant en mode virtuel parce que les déplacements étaient interdits. Sinon, côté tout le reste de l'appui, on a switché en appui beaucoup plus, en appui digital, on va dire, à distance avec des sessions de coaching plus individualisées, etc. Donc, quand on a fait l'enquête, effectivement, on a travaillé avec Optique, avec la CEPEX et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, qui est la partie comment on appelle, du secteur public dont le travail est dédié à la promotion de l'exportation du savoir-faire des entreprises sénégalaises à l'international. Donc, on a travaillé avec Optique pour voir comment on pouvait aider ces entreprises-là dans cette phase de crise-là. Sachant que nous sommes un projet, comme je l'ai rappelé, qui appuie, mais pas un projet qui finance. Donc, qui finance, quand je veux dire, on ne donne pas d'argent. Ce n'est pas un fonds qui donne de l'argent, mais c'est un projet qui appuie dans le renforcement de capacité, dans l'accès au marché. Donc, on est dans un écosystème où chacun doit jouer sa partition. Il y a des structures étatiques qui sont là et qui financent. Il y a des investisseurs qui sont là. Et nous, on fait ce travail-là, à la limite, de les rapprocher et de les préparer pour qu'ils puissent accéder à ces financements-là. Donc, nous, le projet on a fait cette enquête, on a vu les résultats que ça a donné. On va travailler avec Optique pour rafraîchir un peu ça, avec Optique et avec les autres partenaires pour rafraîchir cette enquête-là et savoir, maintenant que la pandémie est toujours devant nous, on n'est pas dans une phase où on attend que la crise passe, où on essaie de se projeter, on se dit qu'est-ce qu'on va faire après la crise. Je pense qu'on est plutôt dans cet état d'esprit de se dire comment il faut faire pour vivre avec, en attendant de pouvoir en parler comme étant quelque chose derrière. Je veux dire, donc, on est en train de réfléchir sur comment on va continuer à appuyer ces entreprises-là, sachant que le projet NTF finit dans 6 mois, mais il y a un autre projet qui a déjà démarré et pour lequel certains des PME étaient là. C'est le projet PACAO, qui s'appelle le programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest, avec un volet IT aussi, qui va continuer à faire ce support-là au secteur, en continuité de ce que le projet NTF faisait. Et sachant que le NTF aussi, c'est la première phase et qu'il y a probablement, on est en train de voir une négociation avec les partenaires d'une deuxième phase. Donc, en termes d'appui, je veux dire, les opportunités d'appui seront toujours là. Et l'ITC est là et l'Union européenne qui appuie aussi sur le projet sont là. Donc, on continuera à faire cet appui-là, mais en collaboration avec les partenaires que sont ces structures intermédiaires que je viens de citer. Parce que ce qu'on rappelle souvent, c'est qu'un projet est là pour une durée donnée. Donc, après, à la fin du projet, il faut que cette pérennité-là soit là et c'est que ces structures intermédiaires qui peuvent garantir cette pérennité-là. Donc, tout le travail qu'on fait, ce sera avec notre partenaire Optique. Dommage que Optique ne soit pas au rendez-vous. Je ne suis pas là je ne peux pas parler à leur nom, mais effectivement, tout le travail qu'on aura à faire par la suite, ce sera en collaboration aussi avec ces partenaires-là. Merci, merci Diabenda. Je rappelle tout de même que nous avions invité Optique. Mamoudou Thiam, membre du bureau, avait d'ailleurs confirmé, mais malheureusement, il n'est pas au rendez-vous. Il n'est toujours pas au rendez-vous en tous les cas, parce qu'il nous reste quand même quelques minutes pour ce panel. Alors, je fais un autre tour de table avant de donner la parole à Salif Badian, qui est un de nos discutants à côté de Max, auteur avec son cabinet de cette enquête à laquelle on vient de faire allusion tout à l'heure. Malik Diouf, maintenant, pour la suite, vous vous dites que nos clés de la première vague nous ont réussi, on les maintient, ou il faut également se réinventer pour la nouvelle vague?
Mais vraiment rapidement, je fais un petit tour, un autre tour. Voilà. Bon, moi j'ai envie de répondre que, en fait, la seule constante dans les mois et les années à venir, c'est le changement. Si on n'est pas capable de changer, d'évoluer, je pense que pour moi, la première vague n'est pas la deuxième vague. Il y a des choses qu'on ne savait pas quand c'est arrivé à la première vague. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait et on sait aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans un an, ça va être pareil. Donc, il faut qu'on soit capable de se réinventer au jour le jour. Et nous, on s'attelle à ça. Hein. Et avant de lâcher la parole, je sais que tu veux que je réponde rapidement. Jamel a dit quelque chose d'extrêmement important, mais vraiment sur laquelle je veux qu'on s'attarde un tout petit peu. Quand des choses comme ça arrivent, il est extrêmement important de parler d'écosystème. J'ai bien aimé ce qu'il a dit en disant, nous, on a notre rôle, c'est d'appuyer sur un domaine bien spécifique. Et je pense qu'il est temps que tout l'écosystème fasse bloc, hein, qu'on apprenne à échanger plus. Malheureusement, je pense que le Sénégal, on est dans un pays qui est très développé au niveau entrepreneuriat, mais il faut qu'on intensifie encore les échanges entre les acteurs. D'accord? On a besoin de voir encore plus d'investisseurs échanger avec les entrepreneurs, plus d'entrepreneurs qui échangent avec les acteurs étatiques, plus d'entrepreneurs qui échangent avec même des programmes étrangers pour faire en sorte qu'on puisse avoir un bloc qui est cohérent. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, beaucoup de gens extrêmement brillants, mais on ne parle pas assez. Et je pense que c'est, en tout cas, hein, de mon point de vue, cette crise-là doit être l'occasion pour nous de, même si on ne peut pas se retrouver autour d'une table, autour d'un Zoom, hein, tous connectés, intensifier les échanges pour essayer de trouver des solutions qui puissent nous permettre de pouvoir, en tout cas, continuer à survivre et peut-être même réinventer un nouveau monde de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Oui, alors on dit souvent que le secteur des télécoms est le secteur qui a moins souffert de la crise, qui souffre moins de la crise, pour ne pas dire qu'il ne souffre pas de la crise. Est-ce que vous vous sentez un peu concerné? La question va concerner aussi Magasila un peu plus tard. Malik. On n'a pas les mêmes statistiques. Hein. Moi, je parle régulièrement avec les autres. Oui, sincèrement, moi, je parle régulièrement. Nous, on a nos partenaires numéro 1, c'est les opérateurs. Et tous, ils le disent. Quand le choc est arrivé, ils l'ont subi aussi. Maintenant, il y a eu des opportunités. Comme j'ai dit, hein, toute crise, vous avez, vous avez la partie noire et la partie blanche. Il y a eu des opportunités. À un moment donné, les gens étaient confinés et étaient obligés d'utiliser le digital. Et donc, pour une fois, pour des acteurs comme nous qui avons passé énormément de temps à essayer d'expliquer ce qu'on fait, à faire de la pédagogie auprès de la population, il y a eu un catalyseur qui a permis aujourd'hui à, en tout cas, la majorité des Sénégalais de comprendre l'impact que le digital peut avoir dans leur quotidien. Et bon, ça s'est traduit évidemment en termes d'activité, en termes de business sur la fin de l'année, mais tous ces acteurs-là ont été impactés autant que tous les gens qui sont autour de la table. Hein. Magasila, alors maintenant que Ndeye Marième Fall a dédramatisé un peu la question en nous rappelant qu'on peut quand même profiter de la crise, hein, entre guillemets, je vois que la parole se libère, hein, pour taquiner Malik un peu. Est-ce que actuellement, interface avec ces différents produits se porte mieux parce qu'on demande de la connectivité, on demande du Wi-Fi, on demande des données? Magad, merci de réactiver le micro. Excusez-moi, je n'avais pas réactivé le micro. Merci Ousmane pour cette question que je vais répondre dans la manière la plus simple. Aujourd'hui, nous sommes confrontés toujours à une crise, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche plus ou moins adaptée au quotidien, justement, de la start-up que nous sommes. Et aujourd'hui,
non seulement nous avons été impactés parce que nous sommes une entreprise déjà qui travaille avec des fournisseurs et aussi avec des clients. Nos fournisseurs, en tant que fournisseurs de services à valeur ajoutée, sont les opérateurs, comme Malik vient de le dire. Aujourd'hui, ces grands groupes, ou bien les fournisseurs d'accès à Internet, d'accord, qui sont nos partenaires, doivent aussi se réinventer parce qu'aujourd'hui, c'est des procédures, par exemple, de validation par rapport au bon de commande qui ne sont pas remise en cause, ce qui veut dire que tout simplement, il faut du mal à livrer le client, voyez un peu, c'est-à-dire closer le deal. Moi, je pense que aussi bien que la start-up, les grands groupes aussi doivent pouvoir faire des pivots par rapport à leurs process qui sont assez lourds quand même. Donc, la crise, pour moi, est là pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien que la start-up, mais aussi le grand groupe doit pouvoir se réinventer afin de pouvoir réduire les process, oui. Mais aussi je ne vais pas oublier l'accès au marché. Hein. C'est-à-dire, cette crise nous a montré qu'on doit pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire on doit se faire confiance sur l'expertise que l'Africa Mobile est en train de mettre en œuvre, d'accord, pour pouvoir l'acheter, d'accord, et ne pas choisir un autre produit, si vous voulez, compétitif, mais plutôt étrangère. Donc, moi, je mets l'accent sur la solidarité qu'on devrait faire. On doit former un bloc, oui, mais on doit faire du business entre nous. C'est-à-dire pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires consistant. Si on ne le fait pas et qu'on aille chercher l'expertise ailleurs, non seulement ça va prendre du temps, parce que les frontières sont fermées, ouais, un peu, mais ce deal ne sera pas exécuté. Moi, je pense que c'est piste, mais africaine, de pouvoir se développer dans toutes ses dimensions. Donc, je pense que Madame Mariam Fall l'a rappelé tout à l'heure, c'est un business, oui. Il faut partir d'un problème afin de trouver une solution. Les problèmes doivent être plus ou moins des axes d'amélioration afin de vendre la solution adaptée. Donc, la crise, elle est là, oui. On est opportuniste. Il faut créer du business autour d'une problématique et satisfaire le besoin du client, justement, qui a besoin justement de vivre. Pour moi, la crise, elle est intégrée. Hein, donc, elle est intégrée, donc on vit avec. On ne sera jamais préparé. Mais là, aujourd'hui, il est question de s'adapter en fonction du marché, mais aussi en fonction, si vous voulez, des partenariats qu'on va tisser de part et d'autre. Donc, voici un peu ma contribution par rapport à cette question. Merci beaucoup, Magsila. J'ai retenu la même idée que vous partagez avec Malik Diouf. L'écosystème doit se parler régulièrement, et ça me rappelle d'ailleurs une formule de Karim Sy. On doit parler d'écosystème et non d'écosystème. Aussi, on l'a toujours dit, hein, que cette crise, et ça, Karim Sy nous l'avait également confié, que actuellement, chaque État, chaque pays compte sur lui-même. On se replonge un peu sur soi-même parce qu'on ne peut plus compter sur l'extérieur. Est-ce que Ndeye Marième Fall Mané, vous pensez que pour un peu les perspectives, pour ce qui est à venir, que c'est une bonne nouvelle pour nos entrepreneurs, que l'État va davantage compter sur eux au lieu de toujours se tourner vers l'extérieur sur les grands projets? Oui, certainement, c'est toujours une bonne nouvelle si on peut répondre à la demande. Mais je pense que comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, la seule constante, c'est le changement et c'est l'incertitude. Aujourd'hui, les gens parlent de plus en plus d'un monde VUCA, où on parle donc de volatilité, d'incertitude et d'ambiguïté. Nous sommes en plein dedans. Donc, ça veut dire que il faut être très agile dans sa gestion, gérer les choses, en fait, avoir des objectifs et essayer de les réaliser sur des périodes assez courtes. Et dans la gestion du chef d'entreprise, au-delà de sa vision, pouvoir aller sur des projets rapidement, par exemple, avec un suivi tous les 3 mois
et une mise à jour et se réinventer. Maintenant, le fait de prendre en compte les marchés qui peuvent être obtenus au niveau de l'État, oui, c'est une chose, mais nous savons tous qu'au niveau des PME et des startups, Oui. Il peut être parfois très difficile de travailler avec l'État pour diverses raisons. Question de référence, question de trésorerie également. Hein. Il faut quand même être bien assis pour pouvoir le faire. Mais à mon avis, le secteur privé regorge aussi d'opportunités qu'il faut savoir identifier et saisir, et il faut se concentrer là-dessus. On a besoin, l'opportunité principale que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut de moins en moins aller à l'étranger, donc il faut que nous revenions au fameux consommer local dont on parle régulièrement, mais il faut que ça se traduise dans les actes au jour le jour. Et une autre opportunité, c'est qu'on va parler de consommer local, mais aussi de consommer africain, puisque depuis cette année est entrée en vigueur la ZLECAf, yes. Et qu'a priori, aujourd'hui, on peut acheter au Sénégal, je ne sais pas, au Zimbabwe ou au Kenya, ou se déplacer pour y faire du business, comme on le ferait en Europe ou ailleurs. Et donc, on doit profiter de cette opportunité, essayer de se rendre le plus compétitif possible et travailler entre nous. Je pense que c'est la seule solution pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Ndeye Marième Fall Mané. Vous allez nous rappeler tout à l'heure le nom du cabinet. J'ai essayé de le faire, mais l'écriture était telle que ça allait mettre ma crédibilité, disons, ça allait mettre un peu en danger ma crédibilité de journaliste. Non, c'est pas compliqué du tout, Ousmane. Le cabinet, c'est GNG. Yes. GNG Professional Services pour le nom complet, mais oui. je dis GNG et c'est très facile à retenir parce que GNG, ça veut dire Gunge ak Gindi. Donc, excellent. Accompagner et orienter. Donc, c'est très simple. Ça c'est bien noté. Merci beaucoup, Ndeye Marième Fall Mané. Donc, avant de continuer, je vais donner la parole à présent à l'autre discutant, Salif Badiane, qui nous rejoint également pour la première fois, même si c'est un habitué de ce rendez-vous. Salif, bienvenue. Vous allez vous présenter tout à l'heure et vous allez également nous donner des nouvelles de comment est-ce que vous vous adaptez à la nouvelle situation. Vous nous entendez, Salif? Salif Badiane, vous entendez? Oui, je vous entends, Ousmane. Bienvenue, une petite présentation et puis dites-nous un peu, vous, comment est-ce que vous vivez avec le virus ou en présence du virus? Ben, avec le virus et après le virus, bon, on ne va pas dire après le virus, mais nous sommes vraiment, tout d'abord, permettons d'abord saluer vraiment tous les invités qui sont parmi nous, M. Djabel, comment dirais-je, M. Sida Maguette et Mme Fall, Ndeye Marième, et également tous les internautes. Et vraiment, vous souhaitez d'abord mes meilleurs vœux les plus sincères. Merci. Et à tous les Sénégalais de la diaspora. Bon, en tout cas, pour répondre à ces questions, Ousmane, vraiment, je dis que c'est vraiment dur. Donc, également dans le secteur, je peux dire, numérique et aussi dans le secteur vraiment avec les autres sociétés vraiment qui traversent des moments très, très difficiles. Alors, moi, je vais me présenter en tant que directeur d'exploitation de Tegwin Sénégal, qui est une multinationale qui est basée à Nantes, alors qui est au Sénégal depuis l'année dernière. On a créé une filiale de Tegwin, donc c'est ce qui s'appelle Tegwin Sénégal, donc qui est là depuis août 2020. Donc là, nous sommes une multinationale vraiment qui est dans le marketing digital et qui permet aux
aux sociétés, notamment le secteur de hôtelier, le secteur, comment dirais-je, immobilier, à les accompagner et créer des sondages, des enquêtes qui sont en ligne et qui permettent à leur vraiment de recueillir vraiment des bases de données pour leurs clients. Alors, nous, on a quand même suivi, on a quand même eu d'énormes difficultés vraiment depuis la deuxième vague, hein, donc tout récemment, vraiment à pouvoir décocher, aller vers les clients. Donc, on fait plus maintenant, on est toujours sur le Zoom. On fait des appels sur Zoom et également à distance, on travaille à distance avec les clients parce qu'on a vu que quand même, pour respecter les mesures et barrières, donc au lieu d'aller sur le terrain vraiment avec mon équipe, donc je préfère quand même qui travaille plus sur Zoom et créer de décrocher des rendez-vous ou bien même présenter notre service par rapport aux clients et voir également comment pouvoir créer et être en accord avec des partenaires. Oui, et vous projetez comment, comme avec les autres, vous projetez comment sur les nouvelles vagues, on va dire, hein? Parce qu'il y en a qui disent seconde vague, à la radio, je dis, mettons pas seconde vague, soyons prudents, mettons deuxième vague. Donc, par rapport aux vagues au pluriel à venir, vous projetez comment? Bon, écoutez, nous sommes, comme j'ai expliqué, c'est une équipe, hein, donc c'est pas moi personnellement, mais bon, tous les jours, on fait une séance de travail pendant 10 à 15, on l'appelle le briefing meeting, donc c'est juste pour effet rafraîchir vraiment, faire une petite réunion de coordination que je fais tous les matins à partir de 9h. Ça nous prend 15 minutes. Alors, ça nous permet non seulement d'avoir les clients existants et de voir chaque client comment pour faire une relance. Donc, les relances, comment on les fait? D'habitude, on les fait par mail. Oui. Pour éviter encore, pour respecter les mesures et barrières. Donc, on fait soit par mail ou bien on les appelle pour voir également, si même faire des vidéos, pour voir également comment le client perçoit nos services. Parce que selon les services, on fait des services personnalisés. Tous nos services sont personnalisés, voilà, à la demande du client. Donc d'habitude, tous les matins, après notre briefing meeting, oui. Donc, ça nous permet également de savoir la demande du client. Par exemple, on a des clients aujourd'hui on a beaucoup de clients qui sont dans le secteur hôtelier et des clients dans le secteur des grandes surfaces, donc notamment qui utilisent nos services. Et d'habitude, c'est des contrats à courte durée, de 3 mois à 4 mois. D'accord? Donc, d'habitude, on ne les voit même pas. C'est des clients que on peut closer le deal, comme disait tout à l'heure M. Silla. Alors, sans pour être vraiment donc c'est des B2B qu'on fait tous les jours, sans se voir. Alors, ça nous permet de faire la présentation online. Et une fois qu'on termine, ils nous envoient le contrat, on signe le contrat et on les envoie. Donc, vraiment, on a quand même, je peux dire, in and out, comme on dit les Américains, in and out, ça nous permet non seulement de travailler à distance, vraiment avec respecter les mesures barrières, mais aussi, on voit que aussi c'est beaucoup plus fluide, comme on dit, c'est beaucoup plus fluide, parce que ça nous permet quand même de faire des déplacements. Donc au bureau, tous les matins, on essaye quand même de maximiser nos temps et d'aller vers l'essentiel. Et quand même, comme on dit, de gérer cette deuxième vague. Pour simplifier, difficile, mais vous vous en sortez. On peut le dire comme ça? On peut le dire, oui, c'est ça. Merci Salif Badiane. Alors, je retourne la parole à Max Smith. Max, si vous nous entendez toujours, vous avez une question, c'est bien ça? Bon, je lui permets de parler. Et je le repromeux en panéliste. Max, vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez, Ousmane? Très bien. Vous avez une question? Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'on avait conduit l'étude, il y avait 80% des entreprises déjà en mai qui avaient dû mettre fin à leur stratégie d'expansion dans d'autres pays en dehors du Sénégal. Cependant, la moitié, donc près de 46% des entreprises que nous avons interrogées ont une branche ou une filiale en dehors du Sénégal. Oui. Et près de la moitié de ces entreprises, au total 50 entreprises, réalisent 40% de leur chiffre d'affaires à l'étranger.
Donc, je résume, il y a 80% qui ont dû mettre fin à leur stratégie d'export. Oui. Et il y a à peu près la moitié des entreprises qui font 40% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Aujourd'hui, pour moi, la question est assez simple et c'est pour Malik, Maguette et les autres panélistes. Oui, Diabel et Mariam. Et Diabel, exactement, de NTF4, puisque NTF4 œuvre à l'expansion de ces entreprises à l'international. Est-ce que les entreprises ont réussi à trouver des solutions pour continuer leur expansion? Est-ce qu'ils ont dû se reconcentrer sur le Sénégal? Et comment est-ce que la tech a pu permettre soit de continuer cette expansion à l'international et le business development, ou à se reconcentrer sur les consommateurs ici au Sénégal? Et je termine en disant que Luca, nous-mêmes, nous sommes présents à Dakar, toute notre équipe est à Dakar, mais on a 150 enquêteurs dans 15 pays en dehors du Sénégal. Donc, nous faisons partie, par exemple, de ces entreprises qui ont dû utiliser la tech pour continuer à s'étendre dans d'autres pays. Voilà, c'était ma petite question aujourd'hui pour vous. Merci beaucoup, Max. Je prolonge un peu votre préoccupation parce que, Diabel, pour me corriger si je me trompe, le cœur des métiers du NTF4, c'est bien sûr l'extérieur en accompagnant un peu nos entreprises à l'étranger. Peut-être que Diabel pourrait commencer par prendre la parole en premier. Oui, Ousmane, merci beaucoup. Merci Max pour la question. Effectivement, c'est un point qu'on avait soulevé lors de l'enquête. Effectivement, NTF4, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet appuie les entreprises, mais avec un focus de développement à l'international. Et comme on a l'habitude de dire aussi dans ce secteur-là, le premier marché d'exportation, c'est le marché local. Donc, une entreprise qui se développe pour l'international se développe aussi pour son marché local. Donc, effectivement, on avait noté ce pourcentage assez élevé de beaucoup d'entreprises qui disaient que leur stratégie à l'export s'arrêtait parce que c'était sous le coup de cette pandémie-là qui avait surpris tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Mais le temps de reprendre ses esprits et de se dire quand même, mais on ne va pas rester à attendre que cette pandémie-là soit derrière nous pour reprendre nos activités. Forcément, les gens se sont remis à voir comment quand même continuer ce développement-là, parce qu'on ne va pas le mettre entre parenthèses comme ça, à attendre des jours meilleurs, quoi. Donc, et nous, dans l'appui, ce que je l'ai noté tout à l'heure, effectivement, c'était un challenge de voir comment continuer à faire cet appui-là pour qu'il continue à avoir ce développement-là. Et donc, on a quand même on a continué à les accompagner avec des consultants stratégie de développement export qui ont continué à les coacher pendant cette phase-là. Et dans le cadre du projet, tous les ans, nous faisons une collecte de données. Enfin, à la fin de l'année, on vient de la faire. On n'a pas encore totalement toutes les données, mais on a eu quand même de belles surprises par rapport aux résultats que ces entreprises-là ont eu pendant cette année 2020, quand même, malgré cette pandémie-là. Autant la pandémie a bien pesé sur notamment les effectifs. C'est Ali qui disait tout à l'heure que dans ces entreprises-là, la matière première, enfin la chose la plus importante, ce sont les ressources humaines. La pandémie a beaucoup pesé sur ce pan-là parce que avec des tensions de trésorerie assez pointues, certaines entreprises n'ont pas toujours eu les moyens de maintenir ces ressources humaines-là. Mais tout le travail qui avait été fait en amont dans le BizDev, notamment à l'international, a continué quand même à payer, à porter ses fruits pendant l'année 2020 et on a eu quand même pas mal de belles surprises. Il nous reste à compléter toute cette enquête-là et d'y voir beaucoup plus clair avant de communiquer sur ça. Mais globalement, voilà, donc les gens ne se sont pas arrêtés. Et je pense que l'enquête que l'on fera, la mise à jour que l'on pourra faire par la suite, nous édifiera encore sur réellement où est-ce qu'ils en sont. Ce qu'il faut noter quand même, oui. C'est-à-dire les gens se sont peut-être arrêtés sur ce premier constat-là. On a fait l'enquête un mois ou 2 mois après le début de la crise. Mais on est quand même dans l'exportation de services. Je veux dire, c'est pas les déplacements sont interdits, étaient interdits. Paradoxalement, maintenant où on a des
des chiffres beaucoup plus importants, les déplacements ne sont quand même pas interdits. Les aéroports ne sont pas fermés, les gens arrivent quand même à se déplacer avec des conditions de sécurité. Mais même sans cela, c'est de l'exportation de services et des services que l'on vend. Le challenge était plus dans comment gérer la relation client à distance que le développement de ce business-là et la vente de ce service-là, parce qu'elle n'obéit pas aux frontières, je veux dire. Donc, il n'y a pas l'impact, la crainte était beaucoup plus forte au début, en tout cas, qu'après, une fois que les gens ont su se rénover, ont su, accepter cette situation-là et de se mettre à travailler en tenant compte de cette nouvelle contrainte. Et je pense que même pour le futur, ça va être une chose sur laquelle les entreprises devront beaucoup travailler. C'est le changement, c'est l'innovation qui va faire que les gens continuent à rester résilients et puis à continuer à faire leur business. Mais cette situation-là, dont on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va en sortir, et même quand on en sortira, je veux dire, on va apprendre déjà à vivre avec. Donc, effectivement, il faut innover, mais il faut chercher aussi la manière de continuer à développer son business tout en étant à distance. Merci Djabel. Oui. Malik ou quelques points. Merci. Oui, merci Djabel. Djabel Ndao, on le rappelle, coordonnateur du NTF 4. Alors, le public aussi peut lever la main, prendre la parole. Là, maintenant, je ne pose plus de questions. Je laisse un peu les acteurs, chacun peut-être insister sur un point qui lui paraît important. La parole est libre. Hein? Alors, je vais essayer de prendre la parole si j'en fais partie. La parole, elle est libre pour tout le monde. Hein? Elle est libre pour tout le monde, hein, y compris pour Max. De toute façon, il ne connaîtra pas de censure hein, sur certaines plateformes pour faire un peu un clin d'œil à notre actualité internationale. Maguette, allez-y. Merci beaucoup, Ousmane. Alors, je vais peut-être essayer de répondre à la question de Max Smith, que Djabel aussi a apporté d'excellentes réponses. Oui. Aujourd'hui, pour ma part, je pense que tout dépend du type de service ou de produit qu'on est en train d'exporter ou de vendre à l'étranger. Par exemple, moi, je me rappelle mon dernier voyage, c'était au Mali, lors du Bamako Digital Days, où on avait rencontré des partenaires qui étaient intéressés par notre produit. Donc, on avait l'idée déjà de pouvoir promouvoir des locaux, c'est-à-dire comment essayer de mettre en place une stratégie avec des Maliens qui sont là-bas basés chez eux et de pouvoir transférer cette compétence. Moi, je pense que cette crise nous a montré effectivement qu'on devait beaucoup miser sur l'exportation, mais faire un transfert au niveau local pour pouvoir automatiser, rendre autonome la gestion du produit et par ailleurs d'organiser des conférences téléphoniques comme nous le faisons d'ailleurs via ce canal de vidéoconférence et en tout cas pour le top management afin de pouvoir orienter la stratégie surtout organisationnelle. Moi je pense que c'est vrai, on doit penser global mais plutôt agir localement et c'est comme ça qu'on pourrait peut-être vraiment rendre possible l'expansion de nos produits face à cette crise mondiale qui n'a épargné aucune économie. Merci. Tellement. Oui, quelqu'un d'autre? C'est Malik, mais Ousmane, tu as désactivé ma caméra, c'est pas grave. Tu n'as plus envie de voir ma caméra, il n'y a pas de problème. Pourtant, bien compris. Pourtant, je n'ai pas touché à ta caméra, Malik. Hein? Elle est ouverte pourtant. Bon, j'arrive pas à l'activer. C'est à toi d'agir. Hein? Je voulais rebondir sur ce que disait Maguette totalement. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus se déplacer. Il faut qu'il y ait des gens au niveau local qui prennent les choses en main. Peut-être même d'une façon très particulière. En tout cas, nous, c'est dans cette optique on n'a pas arrêté pour répondre à Max, hein, on n'a pas arrêté notre plan d'expansion internationale. Au contraire, on l'a accéléré. Parce que vu qu'on ne pouvait plus y aller. Je vais t'envoyer une demande, Malik. Voilà. Très bien, merci Ousmane. Ça y est, voilà, enfin. Je t'en veux même pas, tu sais. Allez, ce que je disais, c'est que globalement, moi, je m'inscris dans ce que disait Maguette. C'est que, au contraire, puisqu'on ne peut pas y aller,
c'est le moment justement de faire la promotion de personnes compétentes qui sont capables de prendre en main les choses qu'on est en train de faire ici au niveau local et de pouvoir le transposer là-bas. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est… c'est dans cette lancée qu'on s'est… on n'a pas attendu, on a accéléré. Au contraire, on continue à accélérer. D'ailleurs, là, j'en profite pour annoncer aujourd'hui, sur 2020, nous, on a ouvert des bureaux au Mali, on a ouvert des bureaux au Niger, on a ouvert des bureaux en Guinée. Et au moment où je vous parle, depuis ce matin, on est en train d'ouvrir un bureau au Bénin. Donc, mais justement, pour faire en sorte que nos clients qui sont dans ces pays-là et qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années puissent avoir un interlocuteur local qui puisse discuter avec eux et faire en sorte que justement cette problématique de relation client soit gérée par Ensemblable qui est à quelques… même si évidemment on est d'accord, beaucoup de choses se font en call, en visioconférence, etc. Mais ça les rassure aussi de pouvoir savoir qu'il y a des gens près de chez eux capables de répondre à leurs problèmes. Merci beaucoup, Malick Diouf. Alors, il y a quelques soucis de réseau qui font que parfois, je perds un peu les dernières secondes, mais je pense qu'il a bien chuté. Si quelqu'un d'autre veut reprendre la parole, peut-être Madame Mané, de Mariam Fall. Oui, je vais abonder dans le même sens qu'eux. Déjà, avant la crise, pour moi, il était important d'avoir des relais locaux. Et bon, nous, dans nos secteurs d'auditeurs et de cabinets d'expertise, on a beaucoup en tête la notion du réseau qui revient régulièrement, que ce soit surtout au niveau international, parce que justement, la personne qui est présente localement a une meilleure maîtrise de l'environnement, des textes et du marché qui est sur place. Donc, même quand on ouvre un bureau, une succursale, une filiale à l'étranger, en général, on met peut-être un dirigeant qu'on connaît, qui est de chez nous, etc. Mais c'est les locaux qui prennent le relais par la suite. Et il s'avère souvent que ça marche mieux parce que, justement, ils connaissent mieux l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste un prolongement de ce qui se faisait. Mais sauf que, voilà, on ne peut plus se déplacer. Donc, on utilise les outils, la technologie qu'il faut pour continuer à fonctionner. Et comme on disait tout à l'heure, se réinventer. Donc, moi, j'encourage plutôt l'expansion à l'international aujourd'hui parce que, quoi qu'on dise, nos marchés pays par pays sont très petits. Donc, il faut viser la sous-région. On disait il faut viser la sous-région. Aujourd'hui, je dirais il faut viser toute l'Afrique puisqu'on en a la possibilité. Donc, au lieu de se renfermer, il faut aller plus loin, il faut s'ouvrir d'une autre manière et il faut continuer à innover dans ce sens. D'accord. Salif Badiane. Oui, Ousmane. Je vais répondre, je vais juste contribuer pour dire également que Mme Fall a parfaitement raison. Madame Mané. Madame, voilà. Madame Mané. Alors, effectivement, que cette Covid a vraiment bouleversé beaucoup de choses, Ousmane. Très sérieusement. Moi, je suis… on le vit tous les jours. On le vit tous les jours. Donc, raison pour laquelle tout à l'heure, juste pour rebondir aussi sur… voilà, j'ai aimé vraiment vraiment votre participation parce que vous avez eu à expliquer également comment nous, les sociétés vraiment dans la société, dans le numérique, qu'est-ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que c'est énormément difficile, très difficile. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette panel, ça nous permet au moins de s'échanger, discuter également. Mais le problème, c'est que ça, j'ai une question à poser à M. Diab pour demander quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui en tant que vraiment des managers, comment sur cette deuxième vague, parce qu'on ne sait pas quand est-ce donc quelles sont les solutions ou bien quel est vraiment
le conseil que M. Djabel peut nous donner. Merci. Merci, Djabel. Très lourde responsabilité. Je ne sais pas si j'ai la solution. Je pense que si j'avais la solution, j'aurais été vastement submergé de demandes et ce serait avec plaisir de répondre. En fait, non, de solution, il n'y a pas. Il n'y a pas de solution. Ce qu'il y a, c'est… En tout cas, il n'y a pas de solution, mais il y a par contre des comportements qu'il ne faut surtout pas avoir, même si ce n'est pas la solution. C'est-à-dire de se projeter dans l'attente d'une fin de crise pour reprendre ses activités. Ça, c'est sûr que ce n'est pas la solution. Je disais tout à l'heure, au mois de mars, on avait des chiffres qui ne sont comparativement à aujourd'hui, qui ne sont presque pas tellement le nombre de cas. Du mois de mars, quand on faisait l'enquête, on était autour de 4000 cas, je crois, 4000 globalement. Aujourd'hui, on a plus de 20 000, avec beaucoup plus de décès, avec beaucoup de… Nous, le contexte qu'on vit, c'est Malik qui l'a rappelé au début du truc, c'est une crise sanitaire qui conduit à cette crise économique-là. Et cette crise sanitaire, on n'a pas encore trouvé les solutions pour la maîtriser. On en connaît beaucoup plus de choses, on commence à avoir des moyens, mais la crise, elle est là. Et même quand elle sera complètement circonscrite, la reprise économique, je veux dire, c'est pas immédiat. Donc, on a une longue période pendant laquelle il va falloir quand même que les entreprises vivent. Donc, forcément, il faut dès maintenant, les gens ont commencé à le faire déjà depuis longtemps, quoi. C'est de continuer. L'État l'a compris, les structures d'appui l'ont compris, l'État a mis quand même pas mal de choses sur la table. Les entreprises, je pense que c'est Maguette qui le disait tout à l'heure, il faut que les entreprises aussi apprennent à travailler ensemble. Je veux dire, c'est pas qu'au niveau de l'écosystème où les gens doivent échanger, chacun joue à sa partition, qu'on puisse échanger, mais on parle souvent d'accès au marché local pour que les entreprises puissent au moins se muscler davantage, mais on se rend compte que c'est souvent de gros marchés pour lesquels il y a des barrières à l'accès. Enfin, c'est tout un débat et on ne va pas le reprendre ici, mais la constante qu'on en a vue, c'est que pour que cette chose-là puisse arriver, il faut que les entreprises aussi apprennent à pouvoir travailler ensemble, à atteindre une certaine taille et une certaine complémentarité dans les compétences pour pouvoir faire leurs preuves déjà au niveau local et qu'ensuite les choses vont venir derrière, quoi. Mais quand les entreprises sont dans le secteur tech, je veux dire, on devrait moins se plaindre, entre guillemets, que les autres secteurs, parce que même si on subit les choses, c'est-à-dire les opportunités qui s'offrent à nous, je veux dire, à la limite, la crise a été un bon accélérateur de la compréhension et du fait que la digitalisation est devenue quelque chose d'obligatoire quasiment dans tous les secteurs. Donc, c'est potentiellement beaucoup de boulot pour nous. Maintenant, le problème, c'est tu fais du boulot pour des clients qui sont peut-être dans une situation telle qu'ils auront du mal à te payer. Et donc, ce qui fait qu'on a une période où il y a une tension de trésorerie. C'est peut-être voir sur ce point-là qu'il faut voir comment trouver de l'appui pour pouvoir être résilient pendant cette partie-là, tout en innovant et en proposant des solutions, parce que le boulot est là. C'est-à-dire, le boulot est là. Les États l'ont compris, les privés l'ont compris, les entreprises l'ont compris et font pas mal d'innovations. Donc, forcément, il y a matière. Seulement, il faut que les entreprises soient encore en vie au moment où ils vont pouvoir exploiter ces opportunités-là. Et là, pour être en vie, il faut déjà pouvoir travailler aussi avec les gens qui sont autour de nous pour avoir cette résilience-là plus complémentaire, quoi. Je pense que je sais que je ne t'apporte pas la solution, Salif, mais c'est la position que j'en ai, en tout cas l'état d'esprit que j'en ai. Mais parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. La vérité est là, en fait. Aujourd'hui, même dans les écosystèmes les plus évolués, il n'y a pas de solution toute faite. C'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. En revanche, effectivement, je te rejoins quand tu dis qu'il faut que les entreprises commencent à travailler ensemble, mais c'est plus que les entreprises. Déjà, il faut qu'ils soient, ces entreprises, aient les moyens de pouvoir exister encore. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La question de l'écosystème est extrêmement importante parce que globalement, il y a des entreprises extrêmement compétentes. Parfois, il y a des marchés, mais ils ne peuvent pas exécuter parce qu'ils ne sont pas dans les critères établis par
l'institution étatique pour exécuter ce marché. Et c'est là où, en tout cas, moi, de mon point de vue, on attend aussi de la part de ces institutions internationales l'indulgence de pouvoir dire, au final, on a défini un certain nombre de critères, on sait qu'on est dans une période, de la même façon qu'on l'a fait au niveau sanitaire. Je crois que très rapidement, il y a une équipe de recherche qui a réussi à cartographier l'ADN du virus et qui l'a balancé à tous les chercheurs au niveau international. En moins d'1 an, on a réussi quand même à mettre en place un vaccin. On peut tout dire, hein. C'est fiable, c'est pas fiable, je le fais, je le fais pas. Mais c'est la collaboration qui a permis de faire ça, en fait. D'accord ? On est dans un écosystème très petit où tout le monde sait que maintenant, il faut changer. Tout le monde sait que le digital est la solution, mais on ne fait pas encore confiance. D'accord ? Les investisseurs qui se veulent avoir de l'impact dans l'écosystème, de sortir de l'argent sans forcément demander les mêmes choses qu'ils demandaient avant. D'accord ? Il est temps que nos États, qui ont des projets de digitalisation depuis des années, parfois même subventionnés par des bailleurs internationaux, commencent à confier ces projets-là à des groupements d'entreprises locales. Même si hein, avec tout ce qu'on a dit, hein, même s'il y a des faiblesses, même s'il y a des difficultés, etc., limite, on pourrait, au niveau plus haut, organiser ces entreprises-là et faire ce découpage-là pour leur permettre. La meilleure façon d'aider une entreprise, ce n'est pas de lui faire de la dette ou de lui donner de l'argent, hein, c'est de lui donner un marché, en fait. D'accord ? Donc, je pense qu'on devrait se concentrer, à mon avis, hein, à travailler au niveau de l'écosystème. Et dans l'écosystème, il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les investisseurs, il y a l'État, il y a les bailleurs. Tout cet ensemble-là doit apprendre à échanger un peu plus, à se faire confiance et faire en sorte que les entrepreneurs puissent avoir des marchés qui puissent travailler. Et pour moi, c'est la seule piste, en tout cas viable à long terme, quand on a un choc aussi important. C'est dur. Merci. Merci beaucoup, Malick Diouf. Alors, votre dernier propos nous renvoie un peu au panel du 30 décembre dernier. Nous avons reçu également plusieurs acteurs pour faire le bilan de l'année numérique et nous projeter sur les années à venir. Et je me souviens qu'il y avait justement un point qui a été consacré au marché sénégalais, marché au pluriel, c'est-à-dire les marchés que l'État donne ou doit donner selon la position que l'on adopte face au sujet par rapport aux acteurs de l'écosystème de la tech. Et comme promis, je partage également là le webinaire que NTF4, Optique et les autres partenaires, Diabel est là avec nous, que donc ces acteurs avaient consacré à l'impact du coronavirus sur les entreprises de la tech au Sénégal. Ça peut suivre, je l'avais hébergé sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé le lien d'ailleurs dans la conversation. Merci infiniment à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation encore une fois cet après-midi. C'était un plaisir. Je ne pourrais citer tout le monde, évidemment, comme on le dit en Wolof au Sénégal. Koulim Djouma, n'est-ce pas, Ndeye Mariam Falmane. Mais merci à tout le monde. J'étais très ravi et très honoré à la fois de voir l'intérêt dont bénéficient ces rendez-vous digitaux régulièrement. On va bientôt entrer dans le 8e mois et depuis, on essaie chaque mercredi, malgré le stress professionnel, malgré les nombreuses occupations et préoccupations, de nous poser le temps d'1h30 pour réfléchir quand même, tout de même, sur des problématiques qui nous sont communes. Merci infiniment à tout le monde. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Nous serons un autre mercredi et bien sûr, nous parlerons d'une autre problématique. Salif Badiane, pour finir, les dernières secondes. Merci beaucoup encore, Ousmane, et merci vraiment très cher, Maguette, Diabel et Malick, et vraiment Madame Mané, et également les chers internautes qui nous suivent. Vraiment, juste pour conclure, d'abord, je vais féliciter sérieusement Ousmane pour cette initiative dont nous tous, à l'unanimité, qu'on trouve vraiment très pertinent du moins, parce que je pense que ça nous permet quand même d'échanger et de donner des solutions également. Et vraiment, mais quand même, je vais faire un clin d'œil. Ça, cette fois-ci, je vais faire un clin d'œil à l'État du Sénégal, en passant par son Excellence le Président
la République, M. Macky Sall, de venir vraiment nous soutenir vraiment dans le secteur du tech. Et ça, on en a vraiment besoin pour nous appuyer parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes connus partout dans le monde. Aujourd'hui, le digital, il y a 20 ans de cela, on parlait c'est quoi le digital. Aujourd'hui, je pense que voilà, nous sommes déjà dans ce secteur, mais quand même, on a besoin quand même d'être soutenus vraiment par l'État du Sénégal et notamment aussi des investisseurs. Et vraiment, je vous remercie tout le monde et merci beaucoup, Salih Badiane. Merci à tout le monde. Merci pour la luminosité. J'ai vraiment aimé. C'était un panel avec beaucoup de lumière et ça, c'est important. C'est par exemple pour taquiner un peu de Marème Falmané qu'elle a énormément préparé ce rendez-vous. Et bon, à l'arrivée, ça donne ce que ça donne à l'écran. Merci aussi à Diabel Ndao. Malik aussi se positionne bien sur le classement des panélistes qui ont eu une meilleure luminosité. Bravo à tout le monde. Merci encore. Rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Voilà, c'est dit. À bientôt.